Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche 16 octobre 2022 et je continue mes petites digressions à partir de cet ouvrage, l'Utopie, que j'avais un petit peu abandonné. Voilà, c'est des textes choisis par Frédéric Rouvillois sur des auteurs qui ont pensé, réfléchi à l'humanité, l'évolution de l'humanité. Donc c'est précisément en lien direct avec le travail que j'accomplis et que vous pouvez retrouver sur le site mécaniqueuniverselle.net sur Internet. Je mets souvent le lien sur les vidéos. Voilà, et dans mon travail, la plus grande partie de mon travail essaie de démontrer de façon rationnelle, mécanique, si on veut, pourquoi l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, qui est la paix universelle, le fait d'avoir résolu tous ces problèmes, d'avoir construit les structures sur l'ensemble de la planète pour tous les individus qui y vivent, pour tous la fratrie humaine, puisque on sait que nous sommes issus de la même, que nous appartenons à la même espèce, que nous sommes des frères en réalité, même si on n'a pas encore pris tout à fait la mesure et la conscience de cela. On s'en rapproche de plus en plus. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques centaines d'années, quelques millénaires, on pensait vraiment qu'il y avait des... voilà, qu'on était... qu'il y avait des êtres humains qui n'appartenaient peut-être pas à cette humanité, qui étaient des esclaves par nature, ou bon, bref. On avait une vision vraiment différente. Maintenant, un peu aidé par le fait d'avoir quitté cette planète et d'avoir pu la regarder de l'extérieur, de voir cette petite boule qui est au milieu de l'univers, on a commencé à comprendre en fait notre position, et puis on est arrivé à connaître l'ensemble de notre humanité. Bon, on continue à construire les structures pour un fonctionnement universel. On l'a pas encore mis en pratique correctement, l'ONU, etc. Il est corrompu, il est mal, même si on fait beaucoup d'efforts. Les hommes font des efforts considérables pour essayer de le rendre de plus en plus juste, mais il y a aussi les forces qui veulent tirer la couverture à soi. C'est malheureusement encore légitime, parce que l'état d'esprit est encore comme cela. Il est encore guerrier, il est encore il est encore violent, il est encore raciste, il est encore, voilà, sur toute la planète, ce genre de réaction est encore bien diffusé. Mais on sait que on est apte maintenant à vraiment modifier les choses. On est apte à les modifier sur l'ensemble de la planète, à donner, à diffuser d'autres valeurs, etc. On saurait le faire, on ne le fait pas pour l'instant, on n'en est pas là. Chacun a encore besoin d'utiliser
d'utiliser les peuples comme une arme pour assouvir ses propres fantasmes, parce que c'est exactement ce qui se passe. C'est quelques dominants qui utilisent les peuples, la haine des uns contre les autres, etc., pour leur propre bénéfices, mais en fait, ce n'est pas des bénéfices. Là, pour l'instant, ils pensent que c'est des bénéfices. Ces gens-là pensent qu'ils ont tout à gagner à abuser de leurs congénères, parce qu'ils ne voient pas, ils n'arrivent pas à entrevoir tous les bénéfices qu'il y a à être dans une relation complètement différente, une relation respectueuse, tout ce qu'elle apporte, une relation respectueuse. Ils n'arrivent pas à voir que le bénéfice est 1000 fois plus important dans une relation agréable. Ce que renvoie un ouvrier bien traité à son patron est sans commune mesure avec ce qu'il renvoie lorsqu'il est considéré en esclavage, quoi, lorsqu'il est utilisé comme et maltraité et humilié et maintenu dans un salaire de survie, etc., etc. Voilà. Mais ça, c'est une étape qui viendra plus tard. Il faudra encore de l'évolution. Mais on y va vers cette évolution-là. Bon, bref. Alors, ce que je vais faire, c'est... Je vais essayer quand même de lire toutes les introductions des différents auteurs que Frédéric Rouvillois a choisi pour animer sa réflexion autour de l'utopie. Donc il y a Guevara, il y a Morelli, Montesquieu, Babeuf, Cabet, Wells, Campanella, Saint-Just, Bellamy, Campanella, Zamiatine, Fontenelle, etc., Bacon. Donc hier j'ai commencé par Moore. Il y en a beaucoup que j'avais fait au tout début, mais ce que je n'ai pas fait, je voudrais bien les faire comme ça j'aurai un petit peu l'ensemble de ces auteurs-là. Voilà. Alors là, j'ai décidé de m'intéresser à Condorcet. Voilà, Condorcet. Alors, de la longévité corporelle à la stabilité politique. Voilà. Donc, c'est à partir d'un livre, Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, écrit par Condorcet. Alors, à quelle époque? Je vais vous le dire. C'est ça qui est incroyable. Condorcet. Wikipédia, c'est hallucinant qu'on soit arrivé à construire cette chose. C'est dingue quand on y réfléchit. Et c'est la première fois dans l'humanité que tout être humain sur cette planète a accès à quasiment toute la connaissance. C'est incroyable. Voilà, rien que ça, c'est une des multiples preuves de l'évolution vers cet état de perfection, d'ultime perfection. Et je vous renvoie à la mécanique universelle pour comprendre pourquoi je dis ultime perfection. Donc, Marie-Jean-Antoine Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet, il est né le 17 septembre 1743 à Ribemont. Et il est mort le 29 mars 1794 à Bourg de l'Égalité. Donc, il a écrit cet ouvrage, on va vers la fin, Lettres d'Adam, économie, fiscalité, liberté, il a écrit quand même pas mal, liberté individuelle, fragment sur la liberté de la presse, en 1776. Voilà tout ce que le peuple appelait avant la Révolution française. Voilà tout ce que le monde prévenait,
les intellectuels, les penseurs, les philosophes, etc., étaient là pour dire ça ne bouge pas assez vite, il y a quelque chose, vous êtes en retard sur l'évolution des mentalités du peuple, etc. Bougez, faites quelque chose. Voilà, réflexion sur l'esclavage des nègres. Donc il y a il y avait des réflexions qui étaient, il voulait que, il y avait le progressisme qui appelait au corps électoral sur l'esclavage des Noirs, règlement de la Société des Amis des Noirs, déclaration des droits, sur l'admission des femmes au droit de cité. C'est incroyable, en 1790. Bon, tout ce qui était réfléchi, réflexion sur les corvées, monopole et monopoleurs. C'est quand même incroyable, la pensée de, 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 voilà, de Condorcet. Et il n'était pas le seul, il devait y avoir des dizaines et des dizaines de penseurs qui étaient là-dessus. En 1788, lettre d'un bourgeois de New Haven à un citoyen de Virginie sur l'inutilité de partager le pouvoir législatif entre plusieurs corps. Alors, donc, où est-ce qu'il est ce discours de Dame, lettre, éloge, parce qu'il a travaillé avec d'Alembert, je pense, en plus. Alors, essai de Dame. Quand est-ce qu'il a écrit ce truc? Comment ça s'appelle? Esquisse d'un tableau, esquisse. Bon, bref. Esquisse d'un tableau. Bon, voilà, ben écoutez, vous chercherez la date de parution de ce travail qui était sans doute avant la Révolution. Donc, je vais commencer la lecture et la digression. Alors là, c'est juste la partie que sans doute Frédéric Rouvouillois consacre au travail de Condorcet. Donc un peu plus loin, après il y a un petit extrait de son œuvre. Mais là c'est l'avant-propos en somme. Alors de la longévité corporelle à la stabilité politique. La 10e et dernière époque de l'esquisse, 1794, voilà, bon ben c'était écrit là. Alors je vous signale que je ne lis pas avant ce que je commente, ce que j'essaie, là où, voilà, les commentaires que j'apporte, j'essaie de ne pas avoir lu avant cette partie-là. Donc voilà. Alors ça a été en 1794, donc la Révolution française avait été déjà bien entamée. Où Condorcet tente de tracer avec quelque vraisemblance le tableau des destinées futures de l'espèce humaine d'après le résultat de son histoire. C'est exactement ce que je fais avec la mécanique universelle. En utilisant l'histoire, en utilisant la science, les découvertes, le darwinisme, etc., etc., les progrès qui sont considérables. Bon, moi, il se trouve que j'ai 200 ans, 300 ans de distance avec Condorcet. Et donc, dans ces 300 ans, nous avons d'ailleurs une autre vision des progrès, tout ce qui a été réalisé entre 1794 et 1994, c'est considérable. Voilà, ils ne pouvaient même pas imaginer la naissance des ordinateurs, Condorcet, la naissance même du téléphone à l'époque, ou de l'électricité. Bon, bref, bien que peut-être, je ne sais pas l'électricité où c'en était. Mais bon,
c'est énorme euh, ce qui a été développé depuis. Mais sur le fond, les choses sont sentimentalement à peu près identiques. Parce que le cœur d'un Condorcet qui lutte contre l'esclavage, il est exactement le même de celui qui lutte contre la ségrégation encore mielleuse qu'on retrouve en Europe ou ailleurs, hein, actuellement. Voilà, ceux qui vont qui vont soutenir le wokisme, ben, ils ont le même cœur, le même état d'âme que les Condorcet ou les Rousseau, etc., qui voulaient protéger les plus fragiles, les plus faibles, qui se mettaient instinctivement du côté des souffrants, des opprimés. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est naturel pour 90% de la population. Et il y a 10% pour qui, ils sont importants, ça fait partie de l'humanité. Il y a 10% des gens qui vont avoir une vision narcissique des choses, qui vont penser que certains sont supérieurs à d'autres, que c'est normal qu'ils oppriment les autres, etc., etc. Voilà. Et que ceux qui sont maltraités aujourd'hui méritent leur sort. Voilà. Donc ces 10%-là existent et ils sont malheureusement actuellement à la tête voilà, c'est eux qui ont le plus droit au micro et à la caméra des chaînes de télévision. Et donc c'est eux qui impriment cette vision à l'ensemble de l'humanité, malheureusement, à une partie de l'ensemble de l'humanité. C'est triste à dire, mais c'est comme ça, et c'est que ça doit être comme ça si c'est comme ça. Voilà, ça veut dire qu'il faut soulever beaucoup plus d'énergie pour combattre ce genre de choses. Ou alors, ça voudra dire que s'ils doivent gagner pour un temps, eh ben, c'est que ils doivent plonger l'humanité dans quelque chose d'un peu comme dans les années noires du XXe siècle, où les idées noires ont pris le pouvoir. Et pendant quelques décennies, voilà, ils se sont imposés en Europe, en Occident, et dans le monde après, globalement, jusqu'à ce qu'ils soient complètement renversés et que ça régénère entièrement la pensée, la vision, etc. Et que ça amène le comité de la résistance, une nouvelle vision, etc. Donc, c'est possible qu'on soit obligé de rentrer dans ce type de choses. Voilà. Pour l'instant, on peut se contenter que d'être les spectateurs de ce monde qui évolue comme ça. Donc, je continue ma lecture. Et vous voyez que la digression est permanente dans la plupart du temps dans ce travail. Alors, de l'espèce humaine d'après le résultat de son histoire n'a sur un plan formel rien d'une utopie. Donc son travail, il n'est pas utopique. Comme le mien, ce n'est pas non plus une utopie, c'est une réflexion. Nous étions à un point A. Voilà la première phrase de la mécanique universelle, c'est « Nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, nous allons vers l'humain accompli. » Stop. Voilà. Pour l'auteur, il ne s'agit que de prévoir les progrès futurs de l'esprit humain. Voilà, donc lui, il veut comprendre où mènent les progrès futurs de l'esprit humain, à partir de ce qu'il a déjà réalisé et de la loi que l'on peut en déduire. Eh bien, je suis peut-être la réincarnation de l'esprit de ce Condorcet. Et d'ailleurs, je pense,
c'est assez paradoxal parce que je pense que j'ai une grande partie de... J'ai une petite partie de son nom, en fait. De Condorcet, j'ai une petite partie de lui, hein, de ce nom-là. Je vous laisse deviner laquelle. Celle d'un progrès nécessaire et illimité. La dimension utopique du propos apparaît en revanche dès lors que l'on considère cette 10e époque comme un ensemble doté d'une réelle cohérence. Ce qui doit y arriver ne résultera pas du hasard, mais d'un processus que l'époque précédente de la Révolution cartésienne à la Révolution française manifestait déjà et qui a désormais acquis sa vitesse de croisière. Alors, ça ne résultera pas du hasard, mais c'est exactement ce que je pense. Il n'y a pas de hasard, mais non seulement pas de hasard de façon vulgaire, comme c'est un petit peu pensé là, mais il n'y a pas de hasard du tout. C'est que tout est déterminé. Et là, je vous renvoie à Hasard et déterminisme sur la mécanique universelle. Le ruisselet du progrès est devenu un fleuve dont tout dépend. Alors déjà, à l'époque, c'était un fleuve pour lui. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est ? C'est énorme, quoi. Parce que ce fleuve, il a encore grossi. Et il continue à grossir. Et qui confère à cette 10e époque son caractère et son unité. Parce que c'était divisé en époques, sans doute, son ouvrage. Voilà, c'est dommage que j'ai pas la force, la patience, et puis je lis très lentement, je suis un peu dyslexique, voilà, c'est compliqué pour moi de lire. Mais tous ces ouvrages, c'est des ouvrages que j'aurais dû avoir lus. Condorcet, si j'avais lu ces ouvrages-là, ça serait important. Mais bon, ça m'a obligé à tout réinventer, en fait, derrière. Je suis repassé par chacun de ces philosophes, de Platon à... J'ai dû tout réinventer, en somme. Et bon, voilà, ça a été mon destin jusqu'à présent. Son caractère et son... On est entré dans l'ère des certitudes. Certitudes que se produiront bientôt la destruction de l'inégalité entre les nations. Ben oui, bien sûr, mais bientôt, c'est le problème. Le problème, il est dans ce bientôt. Et c'est complètement normal. Mais quand on est dans un... Quand il était devant les progrès qui étaient réalisés à l'époque de Condorcet, et puis la Révolution française, c'était d'un seul coup, là, ils étaient peut-être pas encore rentrés dans la terreur ni rien. Donc, il y avait tous les espoirs qui étaient permis. On allait vers l'égalité. C'était un vrai choix d'égalité qui arrivait là, et qui n'était pas entendu malheureusement par les aristocrates, par le roi, etc. Alors que c'était certainement un type bon, et la reine, etc., qui méritait certainement pas ce sort-là, qui aurait voulu le meilleur pour la France, qui aimait la France, etc., mais qui n'entendait pas le reste du monde, parce que leur narcissisme leur interdisait. Ils se pensaient supérieurs, complètement supérieurs aux autres. Et malheureusement, ceux qui ont pris le pouvoir à cette révolution, certains, et qui sont sortis de ça, et puis ceux qui sont arrivés après, ça a été Napoléon, etc., se sont crus supérieurs aux autres, etc. Et donc on est encore avec des présidents qui se croient supérieurs aux autres. Et donc qui n'ont pas la notion déjà de ce que c'est que la démocratie. Pourquoi la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Pourquoi c'est le peuple qui est roi dans une démocratie? Ils n'arrivent pas à le comprendre. Pour quelle raison? Pourquoi le président, c'est le peuple en réalité dans l'état où nous vivons? Et donc, le président, c'est juste le représentant du président,
en fait. Et c'est ça que le peuple... Ah ben tiens, voilà, ça je vais l'écrire sur Twitter. Voilà, parce que je, je milite aussi sur ces réseaux-là. Bon, voilà. En fait, le président, c'est le représentant du président de la France. Le président de la France, c'est le peuple. Et son représentant, c'est Macron, aujourd'hui. Donc c'est le représentant du président. On est entré dans l'ère des certitudes. Certitudes que se produiront bientôt la destruction de l'inégalité entre les nations, les progrès de l'égalité dans un même peuple, enfin le perfectionnement réel de l'humanité. Voilà. Et il y croyait tout à fait complètement. Et il pensait que c'était pour bientôt, parce qu'on a cet optimisme forcené, mais moi aussi au tout début de la mécanique universelle, et pendant longtemps j'ai cru qu'on était à quelques décennies d'arriver à cet état de perfection. Et puis, heureusement, le néolibéralisme et sa cruauté, sa violence, sa surdité, son esprit guerrier, son désir de guerre, de ravager pour reconstruire, enfin, son côté abruti et bourrin qu'il montre aujourd'hui là en fabriquant encore une guerre sur le continent européen, et puis en avançant bravache vers pas cap, la bombe atomique, allez vas-y, tiens, je suis sûr qu'il le fera pas, etc. Enfin, un vrai comportement idiot. Et ce comportement idiot de l'Occident, hein, on peut le dire, et qui est le même, exactement le même de l'autre côté, hein, le comportement idiot de la Russie, ou voilà, qui avance pas dans un système d'apaisement, mais parce que ils ont tissé un système qui empêche ça. C'est impossible. C'était dès le début que le problème est là. On peut essayer d'analyser le truc maintenant si on ne comprend pas que dès le début, il y a une propension à vouloir à, à vouloir écraser l'autre mutuellement, on ne comprend rien. On ne peut pas comprendre. Et ben grâce à ce néolibéralisme-là qui est en train de semer complètement le chaos sur cette planète depuis 40 ans en somme, hein. Et bon, il a mené aussi sa part de positive, mais il y a cette part qui est vraiment costaud là-dedans. Et là, on voit que c'est pas en décennies qu'on peut compter l'arrivée dans l'état d'ultime perfection de l'humanité. C'est en siècles minimum, voilà. Et il faudra quelques siècles au rythme où on évolue. Alors, ça peut aller très vite, parce que l'humanité, si demain, là il y a une guerre, mais si demain il y avait on sait que on va vers une catastrophe climatique absolue, par exemple, et imaginons que là, on commence à voir que c'est fini, on ne peut plus, il faut stopper définitivement tout ce qui maltraite le climat, et les bombardements qui se font en Ukraine et en Russie ont un impact considérable sur le climat, parce qu'ils bombardent les raffineries, ils bombardent des endroits de munitions, donc il y a ce qui projette dans les airs, c'est hallucinant. Bon, bref. Et puis ça a un impact, la guerre, elle a un impact. Imaginons qu'on se rende compte que pour la survie de la planète, il faut arrêter, il faut tomber sur zéro impact, comme ça s'est passé avec le Covid, et on a réussi à arrêter complètement que plus personne ne bouge,
que tout le monde reste chez soi. Et imaginons que ça soit le cas, eh ben, cette guerre, elle s'arrête du jour au lendemain. Les gens arrêtent la guerre. Les Américains décrètent que la guerre doit s'arrêter, les Russes déclarent que la guerre doit s'arrêter, etc. Et tout le monde arrêterait cette guerre. Donc on est capable de ça. Dans un cas extrême, on est capable de tout. Voilà, c'est comme... là, c'est comme deux cerfs qui se battent. Voilà, s'ils prennent conscience, s'il y a un coup de feu qui est tiré, ben, ils vont s'arrêter, tant qu'il n'y a rien, ils peuvent se mettre en danger complètement et mettre en danger tout le groupe. Mais s'il y a un coup de feu qui est tiré, ils s'enfuient chacun de leur côté. Voilà. Donc, je continue. Il arrivera ce moment où le soleil n'éclairera plus sur la terre que des hommes libres, ne reconnaissant d'autres maîtres que leur raison. Voilà Condorcet, voilà ce que pensait Condorcet. Et ben, je suis dans cette lignée-là. La mécanique universelle, c'est cette lignée. Voilà. Après, il y a juste 300 ans de progrès supplémentaires. La nature n'a mis aucun terme à nos espérances. Oh que c'est beau ça. La nature n'a mis aucun terme à nos espérances. Si le principe ressorti de la pensée utopique, pardon, si le principe ressorti de la pensée utopique, il en va de même de ses conséquences, et singulièrement de l'idée que la perfectibilité de l'homme est infinie. L'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. L'homme est toujours parfait au présent, l'humanité est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible. Tant sur le plan intellectuel, ça c'est de moi, tant sur le plan intellectuel que sur le plan physique. Car il existe un lien de causalité entre le perfectionnement des corps et le progrès scientifique. Alors je pense que on arrivera à une sorte de perfection indépassable. C'est possible, hein. Je sais pas. Ça me met en doute d'ailleurs, parce que là, pour moi, l'humanité est allée vers un état indépassable où c'était fini, quoi. On n'avait plus besoin de construire l'humanité. On l'avait achevé complètement. On a atteint le summum et on se contente de contempler, de jubiler, de jouir, d'aimer, de voyager, de se rencontrer, d'être des nomades dans un monde entièrement parfait, quoi. C'est ce dernier, notamment médical, qui permettra l'amélioration de la santé et par suite l'allongement de la durée de vie humaine. Or, ce développement du savoir n'ayant pas de limite, on peut en déduire avec vraisemblance que le perfectionnement de l'espèce sera lui aussi sans fin et que l'homme parviendra, ou peu s'en faut, à vaincre la mort. Alors, je vais arrêter là, parce que sinon ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Mais bon, je sais pas. Est-ce que j'arrête là? Parce que vaincre la mort, voilà. Sur la mécanique universelle, le dernier chapitre est consacré à la mort, justement. Et je dis que nous viendrons à bout de la mort, mais pas comme on se l'imagine en vivant éternellement, en trouvant l'élixir qui nous permettrait de vivre éternellement. On repoussera très certainement de beaucoup l'espérance de vie, c'est probable. Mais on ne parviendra pas à vaincre la mort autrement que par l'extase. L'extase vainc la mort.
Voilà. Et c'est ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle. Et c'est pourquoi l'humanité va vers son ultime perfection, l'extase. Voilà, je vous renvoie à ce travail. Cet espoir qui tourne parfois à l'obsession apparaît comme l'un des lieux communs de la pensée moderne dont l'utopie constitue l'avant-poste. Campanella, Bacon l'ont évoqué avant Descartes ou l'abbé de Saint-Pierre. À la fin du XVIIe siècle, Mademoiselle de Saint-Quentin fait paraître un traité pour établir la possibilité de l'immortalité corporelle. En 1600 et quelques, mais c'est hallucinant, Mademoiselle de Saint-Quentin. Mais c'est, voilà, on nous gave d'un paquet de choses et des choses essentielles. Pourquoi ces chaînes de télé là où ils, ils font des jeux, des trucs, enfin toutes ces stupidités, pourquoi ils parlent pas de ça? Pourquoi il n'y a pas des gens qui expliquent l'histoire, qui racontent de... Pourquoi on nous impose cette télévision? Pour quelle raison s'impose cette télévision décérébrante? Bon, c'est pas grave. Où elle démontre que c'est l'ignorance qui cause notre mort. Et elle seule. Incroyable, hein? Bien sûr que c'est l'ignorance, mais c'est l'ignorance à plusieurs titres. Bien sûr que c'est l'ignorance de voilà, on est même là. Une grande partie des morts actuelles sont dues à notre ignorance, à l'ignorance de la société qui nous gave de produits dégueulasses, qui nous met dans un stress morbide, qui nous tue, un stress qui tue l'humanité. Si on était moins ignorant, on ferait un travail, on offrirait des conditions de travail extraordinaires aux ouvriers. Ils travailleraient 4 heures par jour, grand maximum, et puis comme ils organiseraient leur vie comme ils voudraient, on nous donnerait des produits parfaits à manger qui seraient complètement étudiés. Ça ne serait pas des businessmen qui chercheraient à faire de plus de business. La nourriture, ça serait quelque chose qui ne serait pas laissé au libéralisme. Nourrir la population, ça serait quelque chose qui appartiendrait à l'État. C'est l'État qui devrait organiser ce genre de choses, ou au moins le surveiller, dire non, vous ne donnez pas ça à ces trucs au peuple. Voilà, vous ne les nourrissez pas avec des produits comme ça. Vous révisez ça complètement, vous remballez tout ça, vous nous trouvez des trucs vraiment bons qui font des centenaires, c'est tout. Vous avez que ça à faire. Ben, vous donnez plus de conditions de travail aussi désastreuses à vos ouvriers. Il faut qu'ils vivent plus de 100 ans, vos ouvriers, tous. On est fait pour ça. Il n'y a aucune raison de... voilà. Donc c'est bien l'ignorance qui engendre ça. Voilà. Mais c'est l'ignorance du fait que l'extase dépasse la mort qui fait que on n'y va pas aussi vite que ça. On pourra m'objecter, écrit-elle, que nous ne pouvons pas toujours vivre. Je demanderai volontiers quelle difficulté il peut y avoir pour vivre une année plutôt qu'une autre. Et pourquoi, quand on en a vécu une, on n'en peut pas vivre 100, et 1000, et 100 000, puisqu'il ne faut pour vivre l'espace de tous ces temps, à l'égard de la qualité qui fait la vie, que celle qu'il a fallu pour vivre une seule heure. Il suffirait donc de connaître la nature et de savoir l'utiliser pour pouvoir vivre à jamais. Et ainsi ce monde ce serait un paradis terrestre. Mercure Galant, novembre 1692. Eh bien, cette chère mademoiselle de Saint-Quentin, eh ben, elle a dû jubiler de son existence à penser tout ça et puis
à être un esprit comme ça. Voilà, comment ça se fait que on n'en entend pas parler. Voilà, ben ça vient encore. On sort de cette période où les femmes étaient sous-estimées, etc. Il est à noter que cet auteur utilise à peu près le même raisonnement que James Harrington dans son Océana. Mais il y en avait plein, en fait, qui écrivaient, qui pensaient, qui ont pensé l'évolution de l'humanité à toute époque. C'est hallucinant, c'est dingue, c'est extraordinaire. Donc, dans son Océana, à propos de l'immortalité de la République parfaite. Eh bien oui, une fois qu'on a atteint la démocratie parfaite, la République parfaite, la paix universelle parfaite, on n'a pas besoin, ça peut ne plus bouger. On peut observer en outre que le législateur d'Océana, Lord Archon, ne disparaît qu'à l'âge de 116 ans. Le rapport entre la longévité du microcosme corporel et celle du macrocosme politique n'est évidemment pas dépourvu de signification. Et celui qui était mon père, qui est mort à 101 ans, avait le corps de quelqu'un qui pouvait aller à 120 ans, peut-être, davantage même. J'en suis persuadé. Dans la cité parfaite, on meurt centenaire en attendant de ne plus mourir du tout. De même que depuis Platon, la cité doit prendre modèle sur le corps humain, sur sa cohérence et son unité, de même celui-ci, corps glorieux, pourra grâce à la science être rendu semblable à l'espace inaltérable où il s'inscrit, mais mis définitivement à l'abri des injures du temps. Ce perfectionnement ultime révèle ainsi, plus qu'aucun autre, la souveraineté de la raison et du savoir, qui promet l'instauration de ce que Bacon appelait le règne de l'homme. Voilà. Alors, on est dans la souveraineté de la raison et du savoir. Il faudra dépasser aussi ça pour arriver à l'ultime perfection. L'ultime perfection, c'est la naïveté. On n'a plus besoin du savoir, de la raison, etc. On a compris dans cette partie, dans cette finalité, l'humanité aura compris d'où elle vient, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'il y a dans l'au-delà, etc. Tout aura compris comment, qu'est-ce que le divin, qu'est-ce que c'est que la matière, pourquoi il y a ce monde, s'il y en a d'autres, etc. Donc ça nécessite encore des centaines d'années de réflexion, très certainement. Mais on aura compris ça. Et donc, on aura construit aussi toutes les structures, donc on n'aura plus besoin de ce savoir, de tout ça. On aura juste besoin de la naïveté absolue pour aimer, parce que pour aimer, il faudrait... On peut pas... Il n'y a pas... Il faut être totalement naïf, quoi. C'est le simple d'esprit aime 1000 fois mieux que le businessman. Parce qu'il n'a pas, il a rien de tordu dans son esprit. C'est tout. Donc il faudra virer ce qui est tordu dans notre esprit. Et ce qui est tordu dans notre esprit, qui nous sert à construire l'humanité, hein, c'est grâce à nos perversions, à nos états d'esprit tordus qui font que, on va doubler celui-là, si je peux lui piquer son idée et puis en faire quelque chose, voilà, on est tordu, c'est clair. Voilà, Facebook, c'est de la prédation. Bon, ouais, d'accord, mais ça devient
Et certainement, c'était bien mieux que ça soit Zuckerberg que les gars qui avaient imaginé le truc qui l'ait exploité, parce que l'état d'âme, certainement, de Zuckerberg est peut-être bien euh, plus universel que celle des gars qui ont été pillés à ce niveau-là. Mais il faudra se débarrasser de cet esprit tordu qui fait qu'on manipule, qu'on... Ben oui, alors quand on est conscient de ces manipulations, on est devant un spectacle extraordinaire. On voit ces manipulations actuellement, là, on est dans l'excellence de la manipulation, dans le summum. Et on voit à quel point l'état d'esprit, il est tordu, quoi, hein, dans ce truc. Mais c'est bon pour construire, c'est vrai, il a besoin de ça pour se défendre des ennemis, pour attaquer l'autre, pour, pour pousser son pays sur le devant de la scène, pour faire ci, pour faire ça. Ok, mais c'est pas bon, c'est pas beau, c'est pas bon, et voilà, c'est bon que pour construire, c'est pas bon pour vivre. Vivre avec un état d'esprit tordu, c'est pas bien vivre, ça amène pas à bien vivre, quoi, hein, c'est pas la meilleure façon de vivre. Voilà. Bon, bref, eh bien, ce cher Condorcet, c'est extraordinaire. Et surtout, cette mademoiselle de Saint-Quentin dont je vais m'empresser d'aller regarder sur Wikipédia ce qu'elle était, qui elle était, et voilà, qu'est-ce qu'elle a fait. Je vais essayer de ressentir un peu ce qu'elle a vécu pour penser tout ça. À bientôt pour une autre vidéo. Merci.